Plein l'ado, l'émission qui parle de nous, qui parle de nos ados et qui parle du rapport entre nous et nos ados. Et dans un contexte de Alia, c'est encore mieux. Avec moi aujourd'hui, Naomi. Naomi, bonjour. Bonjour Bernard. Naomi, on va la présenter tout de suite et ce qu'elle fait. On a aussi Sarah qui est avec nous, qui travaille avec elle d'ailleurs, qui est sa collègue. Bonjour. Sarah, bonjour. Ça va, la forme ? Super. C'était pourtant difficile. On sort d'une journée un peu éprouvante. Alors, de l'autre côté, on a Séverine. Bonjour Séverine, bonjour. Séverine Sedem qui va nous raconter qu'est-ce qu'elle fait à Ashdod. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur mes deux invités à gauche, puisqu'elles sont les personnes les plus importantes, de l'association Kavla Noir. Kavla Noir qui s'occupe de jeunes Olim, etc. Mais elles le feront beaucoup mieux que moi si je leur pose la question. Naomi, donc bonjour, on a dit tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais exactement à Kavla Noir ? Ok. Qu'est-ce que c'est cette association truc-là ? Ça porte un beau nom. Oui. Ouais. Merci, c'est pas moi qui l'ai inventé. L'association a été créée donc, il y a presque 15 ans par le docteur Ronnie Vartel, qui est un psychologue américain, qui est arrivé en Israël et a senti un besoin de développer des thérapies et des soins, ainsi que des chonchouyot, c'est-à-dire accompagnement, disons, individuel en anglais et adapté à la culture américaine. Et ça fait déjà 4 ans qu'on est en train de développer les mêmes programmes pour les francophones, principalement à Jérusalem. Donc le but de l'association est de pouvoir soutenir les adolescents et les familles par des soins ou des chonchouyot en fonction du besoin de l'enfant et de la famille. D'accord. Voilà. Donc, vous organisez, vous allez me raconter un peu le détail de tout ce que vous faites dans ce cadre-là. Mais grosso modo, ça va faciliter l'intégration des jeunes qui arrivent ici, qui se retrouvent des fois un peu paumés par rapport au système, système qui n'est pas toujours évident à intégrer. Et donc, plus précisément, peut-être, ça va faciliter leur bien-être, disons, moral surtout. Au quotidien, et les aider à faire face à ces difficultés-là, ainsi qu'à leur famille. Si je résume bien, Kavla Noir, donc, c'était quelque chose qui avait été créé un peu au début pour la population américaine en Israël, quoi. Les Américains qui faisaient de la radia, et puis ils ouvrent une branche française. Toi, tu es la première à t'inscrire, tu es la première représentante de la branche française, et puis ça marche bien, et donc on a une autre personne ici, Sarah, on la connaît. Alors, Sarah, comment t'es arrivée toi à Kavla Noir ? Moi, je suis arrivée parle bien près du micro. Je suis arrivée en tant que choneret, justement. Okay. Donc, une accompagnatrice, ça veut dire que tu vas aider les jeunes dans ses difficultés quotidiennes. Voilà, mais dans le cadre des groupes à l'école. D'accord. Ça veut dire quoi exactement ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, en fait, une fois par semaine, on sort un groupe d'enfants et qui ont été choisis, en l'occurrence pour les Olim Hadashim, par l'école et par la mairie aussi. Et une fois par semaine, on a une rencontre d'1 heure pendant laquelle on va évoquer toutes sortes de sujets qui sont en fait pour aider les enfants à se développer sainement en tant que Olim Hadashim et aussi favoriser leur intégration. Donc voilà, on parle de sujets émotionnels comme la confiance en soi, comme gérer nos émotions. Et également, dans le cadre des groupes de Olim, on parle aussi beaucoup justement d'intégration, de comment on se sent, qu'est-ce qu'on a laissé et qu'est-ce qu'on trouve ici, les enfants ont envie de participer, parce que des fois on dit que les enfants, les ados, on va pas trop... ne prenez pas trop la tête avec ces trucs, non. Eux, en général, ils sont très envie de... Ouais, ça se passe en français, donc c'est le moment à l'école où ils peuvent enfin parler la langue maternelle. Exactement. Et je vais peut-être ajouter d'ailleurs, merci Sarah, et je vais juste ajouter que ça se fait par des péilouillottes, c'est-à-dire que c'est vraiment par des activités sympathiques et ludiques. Alors oui, on va réussir. Quoi, par exemple ? Donne-nous un exemple concret. Alors par exemple, au début de l'année, on va travailler sur tout ce qui est écoute de l'autre, on va créer une confiance au sein du groupe, donc on va faire des petites activités banales qu'on connaît tous et peut-être surtout les Israéliens Vatikim ou les Olim Vatikim. Les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés depuis longtemps. Mais bon, des petites activités qu'on peut trouver même dans les mouvements de jeunesse, par exemple, mais ça peut être d'abord des activités afin de faire connaissance de manière un peu plus approfondie, parce que même si on est dans la classe avec le copain toute la journée, on n'a peut-être jamais demandé vraiment combien t'as de frères et sœurs, et ça fait combien de temps que t'as fait ton ALA. Donc on va vraiment, par des petites activités, faire plus ample connaissance, que les enfants se sentent de mieux en mieux avec le choner, et vice-versa, et que les enfants se sentent mieux entre eux. Donc ça peut être des jeux comme Arouach Noshevet,
se remettre par groupe en fonction de la taille, de la couleur des yeux. Voilà. Okay. Mais au fur et à mesure, comme dit Sarah, on va traiter de sujets plus profonds et les enfants, comme on a réussi à obtenir justement leur confiance, on va réussir à faire d'autres choses. J'ai compris. Alors en fait, le fer de lance de votre histoire, le contact avec l'enfant, c'est le choner pour vous. Et comment vous pilotez ça à partir de ça ? Il y a une politique toujours, il y a une politique générale de l'association, on vise un but. Le choner, c'est votre contact avec le gosse. Les gens qui ont, je suppose, j'en sais rien, vous devez avoir des collaborateurs, des psychologues, des machins, des trucs et tout. À un moment donné, ou le psychologue de l'école, comment vous travaillez tous ensemble pour avoir une politique qui va aider l'enfant, justement ? Alors justement, au début, donc c'est avec le conseiller et la conseillère d'éducation de l'école et la prof principale, qu'on va repérer justement les enfants qui ont le plus besoin. C'est eux qui nous apportent toutes les informations nécessaires en fait sur combien d'années. C'est la classe qui vous dit celui-là il réagit plus, celui-là oui aussi parfois tout simplement parce qu'ils sont celui-là il vient jamais. Non pas obligatoirement. Tout simplement parce qu'ils sont ils viennent d'arriver tout simplement. Voilà l'ancienneté en Israël. Parfois ça peut être autour de justement ça ressort plus autour d'une difficulté d'apprentissage de la langue, etc. Et du coup, on sait que cet enfant, il faut essayer de lui donner confiance, de le renforcer. Et voilà, et on a un suivi, ça veut dire on fait des rencontres tout au long de l'année avec l'école. Et le choner rencontre également une fois par mois ce qu'on appelle son ish kesher, son contact à l'école, qui a un rapport direct avec le groupe, qui sait ce qui se passe, qui connaît les enfants du groupe, pour justement que tout soit mis à jour par rapport à l'enfant. Si eux, ils ont des informations à nous donner sur l'enfant, on peut suivre. Donc toi, il y a une personne spécifique dans l'école qui est ton contact un peu. Exact, voilà. Oui. Et d'ailleurs, on fait aussi attention à garder certaines choses. C'est-à-dire, on ne va pas tout aller raconter à l'école d'un autre côté. C'est-à-dire, on a toujours ces questions-là qu'on traite en supervision. Voilà, de sentir que c'est pas qu'on va devoir tout raconter au ish kesher. Mais on est en contact, c'est-à-dire le contact est important avec l'école et je vais ajouter juste qu'aussi les chonrim reçoivent des hadrachot et c'est aussi ce qui est important, c'est-à-dire ils vont pas c'est-à-dire en vrai des formations, un espèce de suivi pédagogique, d'accord, voilà, une supervision aussi. C'est-à-dire on a un syllabus que chaque mois ils reçoivent une supervision de groupe. On leur donne des idées d'activités, on a des sujets phares, mais on s'adapte aussi à la problématique de chaque enfant finalement et la difficulté qu'apporte chaque groupe séparément. Et l'enfant finalement rencontre aussi son choner une fois par mois en individuel, même au sein des groupes. Donc on renforce le lien encore une fois. Alors, Sarah, par exemple, tu t'occupes de combien d'enfants aujourd'hui ? Alors, dans quelle école ? Cette année spécifiquement, les écoles, je ne sais pas si on va dire forcément. Alors, laisse tomber. Mais cette année, moi, donc un de mes tafkidim, c'est effectivement, je suis choneret de 2 groupes de Holot qui ont entre 10 et 12 ans. D'accord, entre 10 et 12 ans. Et maintenant, tu sens vraiment que le lien avec ces jeunes-là, il devient de plus en plus fort. Oui, vraiment. Tu te poses des questions des fois en soirée, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Il faudrait que je lui parle, j'ai pas eu de... Oui, parfois, je m'inquiète vraiment d'un bon suivi, mais vraiment dans le but de leur donner de la force, de les aider à vraiment avoir confiance en eux, à avancer dans ce but. Les chonrot, celles qui sont en contact avec les enfants en direct, etc., on a bien compris. Naomi, t'es où, toi, dans ce... Alors moi, j'étais en Khoufchet Leda, c'est pour ça que Sarah, maintenant, et aussi, elle fait aussi de la dracha du programme francophone des chonrim, de groupe. D'ailleurs, je suis aussi madricha en fait d'un programme israélien de la Hamouta. Il faut savoir qu'à Jérusalem, Cavella Noire a aujourd'hui 28 groupes à Jérusalem et seulement 4 groupes en français. C'est-à-dire, on travaille aussi avec la société israélienne, Vatika et voilà. Moi, je suis en dehors des chonrouyot. On a donc 2 groupes. On a aussi un projet de chonrout partanit, rikshit. Donc ça, c'est de l'accompagnement individuel, mais pas autour des devoirs, mais plutôt qu'un accompagnement aussi émotionnel. Donc moi, je forme les chonrim à ça et je les rencontre en supervision aussi une fois par mois. Les chonrim de groupe aussi reçoivent une supervision une fois par mois, c'est-à-dire la mouta est vraiment hiérarchiquement, c'est-à-dire on travaille en équipe, c'est-à-dire moi-même après je reçois une supervision supérieure et on travaille tout le temps en réfléchissant ensemble et en dehors de mon rôle donc de superviseuse des chonrim individuels, je suis aussi thérapeute, j'ai un toar chéni en avoda socialite clinique et je reçois des enfants privé.
Non, à Cave-la-Noire. Dans le cadre de Cave-la-Noire, des adolescents ainsi que leurs parents, parce qu'on travaille de manière macro, c'est-à-dire on travaille avec toute la famille et même ainsi avec la Keïla. Et donc je reçois l'enfant 50 minutes et je reçois ses parents une fois par mois. D'accord. Voilà. Ça a un coût, tout ça, pour les parents? Comment ça marche? Alors, les groupes sont gratuits, ils sont financés par l'État, c'est-à-dire par la mairie. On travaille en accord avec Lisa Cohen et Nathalie Atlan. Les Khonrouyot Partaniot, on a aussi des Chitoufé Peoula avec la mairie et avec Kalita pour un certain nombre de familles. Donc, on est déjà arrivé au bout, en fait, de nos possibilités au niveau du nombre de familles qu'on suit. Mais et le coût est assez bas, ça va de 100 shekels pour le programme de l'Aïria et avec Kalita 250 shekels par mois pour le mois pour la Khonrout Partanit et on espère pouvoir recevoir de plus en plus d'enfants qui pourront profiter de ce programme vu que ça peut vraiment souvent les aider. C'est quelque chose de moins formel que la thérapie. Et on a donc le programme de thérapie qui, encore une fois, pour les Français, grâce à nos Chitoufé Peoula, le prix était de 90 shekels la séance avec un psychologue ou un thérapeute au Vet social clinique. Donc les prix varient aussi en fonction des revenus, etc. Mais il y a un coût qui est vraiment moindre que ce qui se passe à l'extérieur en privé. D'accord. Voilà. Alors moi j'ai une question pour vous. Je vais essayer de comprendre un peu comment ça marche un peu en profondeur. Ouais. On raconte souvent que les Français n'aiment pas tellement qu'on se mêle de leurs affaires d'éducation. C'est une vieille réputation, mais qui a l'air fondée. Si l'éducation, c'est un peu comme l'intimité, c'est un truc que si vous rentrez, vous allez me dire comment j'éduque mes enfants, comment je les aide. Comment vous essayez de les amadouer un peu, les parents et tout, en leur disant non, c'est pas une intrusion, c'est vraiment pour vous aider. Comment vous essayez d'acquérir la confiance? Pour les enfants, on a compris, des petits jeux, des petits trucs, tout, jusqu'au moment où ils se mettent à l'aise et ils ont envie. Les parents? Alors souvent, c'est les parents qui font appel à nous. Et donc c'est dans ça que parfois on n'arrive pas à travailler avec des familles qui ont parfois même plus besoin, mais qui, comme tu dis, vont pas venir vers nous. Et c'est d'ailleurs de cette idée-là qu'est venu le projet de groupe dans les écoles. Parce qu'on s'est dit, c'est comme ça qu'on va atteindre des enfants, en fait, finalement. Que si on les attrape pas à l'école, on peut les attendre. Ils viendront pas obligatoirement. Et finalement, les enfants le sentent. Et je veux dire que même les parents le sentent. Et Sarah peut vraiment témoigner que quand elle est en contact avec les parents au téléphone, parce que dans le programme de groupe, on appelle les parents, ils ont souvent l'envie de parler et c'est légitime parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont plein de questions et ça, ils ont une oreille enfin qui peut les écouter, ne pas les juger de est-ce qu'ils parlent trop en français ou pas assez en français, est-ce qu'ils viennent au ACFOTORIM ou est-ce qu'ils viennent pas et à quel point ils sont concentrés et ils ont une oreille qui les écoute. Donc au fur et à mesure c'est aussi du bouche à oreille et les parents sentent que c'est une adresse finalement Ok, il y a des projets déjà, en tout cas d'élargissement du nombre d'enfants qu'on peut toucher, parce que si je comprends bien, le côté américain, il reste encore le plus gros quand même dans le Cave-la-Noire, et petit à petit, vous commencez... israélien, ouais. Ah, ok. Alors, au niveau... disons que la Hamouta, elle n'est pas obligatoirement dans l'idée parce que c'est une Hamouta Lelo Mataradrevar, donc le fait de faire plus de pays louillottes, en général, la Hamouta aussi, elle est choutafa, donc finalement, c'est quand même... le budget grandit, donc la Hamouta aussi doit mettre plus d'argent. Bon, ça, c'est des histoires de politique. Mais moi, dans mon rôle à la Hamouta, j'essaye, oui, de pouvoir donner une réponse à de plus en plus de familles, parce que moi, je ne suis pas dans le budget, et heureusement, je suis plus dans la volonté de pouvoir aider un maximum de gens quand on voit que c'est un travail qui fonctionne. On a ouvert cette année à Natania un groupe aussi en Chitouf Peoula avec la mairie, en accord avec la mairie. On n'a pas là-bas pour l'instant ni de thérapie ni de Khonrout, mais on espère pouvoir, grâce encore une fois à différents Chitouf Peoula, d'augmenter le travail avec les francophones d'Israël. D'accord. Petite question pour Sarah. Alors on dit souvent que quand on aide quelqu'un, quand on tient un groupe, etc., au bout d'un moment, on apprend aussi beaucoup, on change. Oui, tu as l'impression d'avoir évolué. Énormément. J'en parle souvent avec Naomi, quand je pense à mes débuts l'année dernière, en tant que Khonechet, justement, combien moi-même aussi, j'avais pas tellement confiance en moi, ou j'avais un peu peur des réactions des enfants, etc. Et comment, à la fin de l'année, je me suis trouvée avec beaucoup plus d'assurance, et moi-même, j'ai pu beaucoup avancer, et même au niveau du travail, comme elle disait, moi-même, je peux accompagner d'autres Khonrim et faire plein d'autres choses. Enfin, vraiment, j'ai énormément grandi de ça. On apprend énormément des enfants aussi. Naomi, par rapport, on n'a pas parlé de toi parce que c'est une petite émission, on a la version longue de l'émission, mais ça c'est une petite.
Par rapport à ce que tu imaginais quand tu as commencé tes études en avocat socialiste, pour être assistante sociale, puis un Toar Sheni, ça ressemble au travail que tu imaginais, ce que tu fais actuellement? Alors c'est intéressant que tu poses cette question parce que je ne sais pas si tu te souviens de notre conversation dans un café un jour où justement j'hésitais à faire du droit ou de la psychologie à l'époque, pas du tout du avocat socialiste. Donc j'ai d'ailleurs étudié un Toar Rishon de psychologie à l'université Ariel, maintenant qui est université officiellement. Donc il y a déjà 8 ans, disons. Et ensuite, en fait, à la fin de mon Toar de psychologie, j'ai enchaîné directement avec un Toar Sheni à l'université de Jérusalem en avoda socialiste. J'ai fait ce qu'on appelle une asava et un meshulav avec un Toar Sheni. Alors que ça, c'est vraiment, c'est-à-dire, je pense que c'est la preuve que dans la vie, parfois, il faut pas trop réfléchir et juste se lancer. Parce que psychologie, je savais que j'avais envie de faire ça. Encore une fois, j'hésitais entre 2 matières. Et avoda socialiste, j'y ai été parce que j'avais une copine israélienne qui était mitztayenet à Ariel et qui avait décidé de faire ça pour ne pas avoir le mitam à passer. Ceux d'entre vous qui connaissent le ta'alir pour être psychologue en Israël, il y a un examen assez compliqué, après vraiment des ra'ayonot, et j'ai tenté une fois cet examen en 2e année de psychologie. J'avais juste pas l'envie ni l'énergie, ni juste... C'est-à-dire j'avais envie de poursuivre mes études et de ne pas attendre 1 an, parce qu'en général, on est obligé d'attendre 1 an pour avoir de l'expérience avant de commencer. Bref, Torlou les 4 serres et Tarchelek, pardon. Ah non, mais on couperait, vas-y, tant pis. Et ce que je veux dire par là, c'est que donc je me suis retrouvée en Toar Sheni de avoda socialiste. Et j'entendais à longueur de journée les gens du Toar Sheni qui étaient eux-mêmes d'autres miktsot, comme ils venaient du cinéma, vu que c'était une asava, il y avait des gens de tous les théâtres, beaucoup de psychologie. De plus en plus de mots en ivrite, je vais être obligé de traduire bientôt. De plus en plus, il y avait des gens qui venaient d'à peu près toutes sortes de diplômes, comme cinéma, mais bon, beaucoup de gens qui avaient fait psychologie en licence. Et finalement, je suis vraiment très heureuse de mon rôle aujourd'hui et aussi de comme disait Sarah, c'est une amouta dans laquelle j'ai pu moi-même me développer très rapidement et on m'a fait confiance, et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'enfant aussi, quand on fait confiance en l'enfant et qu'on croit en lui. Tu rentres dans un nouveau truc, si on ne te fait pas confiance, on te surveille, on n'est pas content, tu vas rester un raisin sec. Voilà, mais c'est pas si évident, donc finalement, et c'est grâce à ça que moi aussi je suis rentrée en tant que Ronechet. J'avais 2 groupes dans une école il y a 4 ans, alors que j'étais déjà après mon Toar Sheni, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis responsable des projets à Kabbalah Noir, et je suis très contente de ce travail-là. Et donc tu disais par rapport à mes études, non, je ne pensais pas arriver où je suis aujourd'hui, et je suis d'Afka très contente d'avoir choisi cette voie, parce que ça permet de travailler avec toutes sortes de populations et de travailler Begova et Naïm, mais voilà, tu peux traduire Gova et Naïm? Oui, auteur de regard, enfin, je ne sais pas comment on traduit ça, mais Gova et Naïm, vous avez qu'à apprendre l'hébreu. Face à la personne et à l'enfant, et en essayant de comprendre vraiment son monde et son histoire. Voilà. Tout à fait. Je vais vous remercier. Je vous ai promis avant l'émission de ne pas vous retenir trop longtemps. C'est ce que je vais faire. On vous réinvitera de toute façon. Vous nous donnerez un peu l'actualité, un peu de Kabbalah Noir et de tout ce que vous faites. Merci Bravo beaucoup, pour Bernard. votre vélo et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Plein d'Adoé avec nous aujourd'hui, Séverine Selem, qui s'occupe du programme de l'école Yavne à Ashdod, une école primaire qui suit un peu le modèle à la française. J'ai pas fait d'erreur? Exactement. Séverine, bonjour. Bonjour Bernard. Ça va? Tout ça se passe bien, contente d'être avec nous sur Radio Kalita? Très contente, oui. Eh bien, tu vas pouvoir répondre à nos questions. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire une école en Israël, à Ashdod, et qui suit un modèle à la française? A priori, si on a fait notre alias, c'est pour trouver un modèle à l'israélienne. Exactement. En fait, c'est ce que pensent beaucoup de parents qui viennent d'arriver, qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles complètement israéliennes. Et c'est ce qu'ils font. Donc, ils mettent leurs enfants dans des écoles israéliennes et ils sont noyés dans la masse, ils sont une trentaine, 35. Et les parents, c'est leur première année, ils sont un petit peu déboussolés. Et ça se passe très, très mal pour l'enfant. Alors, à quel niveau, par exemple? Au niveau de l'intégration. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas un mot. D'accord, il y a la langue, donc. Il y a la langue, ils se sentent très à l'écart. La maîtresse ne peut peut-être pas prendre beaucoup plus d'attention parce que elle a 30 élèves et ça fait beaucoup. Ça, c'est des grandes donc, classes. Du coup, c'est une très mauvaise expérience pour le début. Et donc, ils viennent dans notre école, c'est donc une école primaire chez nous. Et l'équipe est israélienne. Personne parle français en fait dans l'équipe, les morotes, les directeurs, personne parle français, c'est filles et garçons séparés, et il y a des élèves israéliens, des élèves français, donc ils parlent
hébreu. Et il y a aussi des Israéliens qui sont dans vos classes. C'est pas un truc pour les Français. Non, c'est pas un truc pour les Français. D'accord. D'ailleurs, tout le monde veut qu'il y ait ce mélange comme ça. Alors, qu'est-ce que vous appelez donc le modèle à la française? C'est-à-dire qu'il y a des cours jusqu'à 2 heures, comme en Israël. Oui. Et ensuite, ils déjeunent sur place. Il y a un Cheder Ochel. Et après, il y a l'aide aux devoirs. D'accord. Qui se retrouvent dans leur classe avec des maîtresses de l'après-midi. Et après, il y a des activités comme pour le Tsaharon. Ça fait qu'ils finissent l'école vers 4h30, 5h. Ah, d'accord. Au niveau des horaires, déjà, c'est à la française, c'est Complètement. déjà mieux. Ça permet aux parents d'avoir un peu de marge de manœuvre. Exactement. Et surtout au niveau des devoirs, de ne pas se sentir complètement bousculé parce que c'est difficile pour eux. Donc, il y a l'aide aux devoirs. Et il y a même l'Ulpan qui est fait un petit peu comme c'est fait dans les écoles israéliennes. C'est-à-dire au milieu des cours, ils prennent l'enfant en vraiment, comme on appelle, partani. Ils restent à côté de lui, ils leur expliquent. Et ça fait que l'enfant et les parents sont soulagés. Et les parents sont très contents. Quand je les questionne, ils sont très contents. D'accord. Alors, à quel niveau, essaie de nous faire une petite analyse, à quel niveau tu sens qu'ils ont pu poser un peu le gros sac qu'ils avaient sur le dos? À quel endroit vous les avez rassurés? Sur les horaires qui sont plus longs, sur le fait que c'est une intégration qui leur semble plus en douceur, comme ça? Voilà, c'est une intégration qui leur semble plus en douceur. Et aussi, ils voient que leurs enfants évoluent. Donc, ils parlent hébreu, qui s'en sortent dans l'école. Et comme c'est des petites structures de 10 à 15 élèves par classe, ils sentent que... Parce que la morale est constamment en relation avec eux. Voilà, c'est des petites structures. Donc, la morale appelle, ça va pas. Elle appelle quand ça va. Donc, ils sont super contents. Et elle appelle quand ça va pas. Tu n'as pas besoin d'être proactif. C'est comme en France, tu es en contact. Alors qu'en Israël, si tu prends pas le téléphone et tu n'appelles pas en disant raconte-moi, ça va pas se passer. C'est ça. Donc là, ça se passe assez bien. Et moi, effectivement, je suis aussi en relation avec eux. En quel sens? C'est-à-dire qu'il y a une VUTSA, un groupe WhatsApp de parents, israéliens et français. D'accord. Donc on donne des informations régulièrement sur le groupe en hébreu. Et moi, je fais la traduction. Ce qui rassure énormément les parents parce que je reçois des messages après privés qui me disent « Ah, c'est super, on ne savait pas qu'il fallait amener tel truc, on ne savait pas que c'était important. » Donc voilà, moi je suis là depuis janvier, donc petit à petit... T'es où là depuis janvier? À Ashdod ou en Israël? Ashdod. Ah bon, parce que moi je suis venue depuis 2 ans et demi. D'accord. Je suis là depuis 2 ans et demi, j'ai fait mon alia. Je viens de Saint-Brice, donc dans le 95, et je travaillais à l'Ordre de Villiers-le-Bel dans le 95 en tant que directrice pour le collège. Voilà. D'accord. Donc, tu as beaucoup d'expérience dans les écoles, etc. Et tu savais que tu allais être intégré dans un truc comme ça ou c'était un peu le flou au début? Non, j'ai pas fait. Au début, j'ai travaillé dans un Tsaharon. Enfin, moi, j'ai voulu vraiment rester dans le monde israélien. D'accord. Parce que je voulais parler hébreu. Donc, après mon Ulpan, j'étais sayat dans une... Tu avais déjà des notions d'hébreu? Parce qu'aujourd'hui, tu m'as dit, c'est moi qui traduis et tout. C'est pas beaucoup de temps d'alia pour faire tout ça. Hein. J'avais des notions. Je me débrouillais, mais vraiment, je me débrouillais. Et puis bon, voilà, c'est pas non plus trop compliqué non plus, donc ça va. Mais c'est vrai que je pense que le secret, c'est que j'ai voulu tout de suite travailler avec le monde israélien. Donc c'est ce qui fait que j'ai dû être confrontée à la langue. Voilà, j'ai fait plusieurs petits boulots comme ça. Et puis après, j'ai entendu qu'il y avait un besoin. Et voilà. Donc je fais la liaison. J'habite Jérusalem. Je vais. Parle plus proche de ton micro, juste, nous dit le technicien. Je vais régulièrement. Je fais le transport entre Jérusalem et Ashdod, Jérusalem tous les jours. Puisque j'habite Jérusalem. Voilà. Ah ouais, c'est courageux ça. Oui. Mais c'est plus très loin aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas d'embouteillage trop, c'est jouable. Ça va, franchement, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Oui. D'accord. Alors regarde, Séverine, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le cadre de l'école et d'essayer de comprendre un peu comment ça marche. Tu as dit que c'est une école primaire aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a une volonté de faire évoluer l'école vers quelque chose? Il y a une vraie volonté puisqu'on dépasse quelquefois les classes qui sont vraiment sur le primaire. On dépasse des fois la Kita, on est en Kita Zaïn, donc il y a vraiment cette volonté de continuer. Mais dans un premier temps, c'est surtout de faire connaître l'école parce qu'elle est méconnue. Elle est méconnue, elle existe depuis pas très très longtemps. Elle n'a pas eu aussi, on va dire, une bonne réputation. Je pense par rapport... À cause de quoi? De la population des élèves? Non, je pense... Parce que il faut le savoir, Ashdod est considéré dans les milieux de l'Alia comme une ville pas facile au niveau de l'intégration des jeunes.
Je ne sais pas si c'est dû au caractère d'Ashdod. Non, je ne pense pas que ce soit dû à ça. Par exemple, il y a beaucoup de, je sais pas, dis-moi, c'est des légendes, etc., mais de gosses qui ne parlent pas hébreu encore après des années. Toi, de ce que tu as vu, les gens qui arrivent chez toi et tout, non, c'était pas tellement le cas? Non, c'est pas du tout le cas. Okay. Maintenant, c'est vrai que je pense que on a voulu à un moment donné laisser la place aux élèves qui pouvaient continuer, et puis certains qui, je pense que l'école ne convenait pas à certains enfants, n'ont pas pu rester. Donc Okay. c'est ce qui a peut-être fait cette petite réputation. Et puis peut-être aussi le fait qu'on pense que c'est une école française, qui n'est pas du tout le cas. C'est une école israélienne. Je pense que c'est ça qui joue. Et en fait, il faut vraiment venir à l'intérieur et entendre le discours des parents pour se rendre compte qu'elle est méconnue. Parce que tous les parents sont très très contents de l'école. Et moi, justement, je fais la relation et je vois ce qui ne va pas. Donc quand ça ne va pas, j'essaye d'agir, d'aller voir le Rav pour lui dire, voilà, il y a ça. Et c'est vrai qu'il est vraiment à l'écoute. Vraiment à l'écoute. Alors, tu es en contact beaucoup avec le Rav Touetou, qui est un élu aujourd'hui de la mairie d'Ashdod, que des centaines de personnes suivent sur ses cours Internet. Je connais des copains français qui me disent on suit le Rav Touetou. Vous êtes en contact avec lui, il vous a promis aussi d'être là, d'être très présent. Il n'a pas que promis, il nous a vraiment rencontrés. On a un rendez-vous très prochainement pour qu'il vienne faire un chiour à l'école. Et puis, je pense qu'après, il renouvellera au moins une fois par mois des chiourim à l'école. Et c'est vrai qu'il est très présent, c'est-à-dire qu'il fait vraiment attention à notre engagement. Et donc, c'est important aussi que les Français, en tous les cas, les Olim Sarfatim, soient au courant de son œil comme ça bienveillant qu'il nous apporte. Et comme lui également, il a travaillé, il a travaillé à Haute Torah, il me semble. Donc, il a vraiment de l'expérience en ce domaine. Et la communauté francophone, je pense qu'il la connaît mieux que personne, à Ashdod surtout. Oui, c'est important. C'est important, si on veut s'occuper des Français, de bien connaître la mentalité des gens. Comment tu réagis quand viennent des Français? C'est un truc qui revient très souvent dans leur façon d'agir, en disant... En France, on savait tenir nos enfants. Tiens bien, les Israéliens, c'est n'importe quoi. Ils ne savent pas tenir un gosse, mettre des limites. En classe, ils se lèvent n'importe comment. Ils vont, chez vous, c'est un peu différent. Faites attention de comment un gosse. On fait attention. Maintenant, c'est vrai que... Vous ne versez pas dans le système français à 100%. C'est vrai que ce n'est pas du tout comme le système français. Et moi-même, j'ai dû m'habituer parce que je viens d'un système complètement français. Et j'avoue qu'au début, j'ai été surprise parce que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes codes. Il y a une proximité entre l'enfant et la Mora qu'on ne connaît pas en France. Et petit à petit, je trouve qu'au contraire, l'enfant est à l'aise, que bien sûr, on ne se dépasse pas les limites. Il y a des limites qu'en Israël, ils ne supportent pas non plus, tout comme nous. Mais je trouve qu'il y a cette proximité que nous, en France, on est vraiment incapable d'avoir. D'accord, il y a une osmose un peu que tu vois entre les enfants israéliens Tsabarim qui sont nés ici et les enfants français Olim, ils arrivent à échanger. Oui, complètement. C'est sympa ça. Franchement, c'est sympa. Ils connaissent quelques mots en français qui me sortent. Ça se passe bien. On ne peut pas dire qu'on voit qu'il y a vraiment des clans. Pas du tout. Okay. Ils sont ensemble, ils jouent au foot. C'est une initiative de qui à la base, cette école-là? Alors, c'est à l'initiative de plusieurs associations, comme Yaldé Tzarfat. C'est, vous savez, l'association du Rav de Kalov, qui nous aide énormément pour cela, puisqu'il y a des subventions de leur part. Donc, eux sont à l'initiative. Et puis, surtout, parce qu'il y a un vrai besoin de la communauté d'Ashdod. Et donc, il y a l'école des filles, qui est dans le Rova Yudbet, c'est où il y a la plupart des Français qui se trouvent là-bas. Et il y a l'école des garçons dans le Rova Aleph. Et il y a une ASAA. Donc, si les parents si les Français ne se trouvent pas là-bas, il y a la ASAA qui prévoit le transport. Alors, comment vous publiez, comment vous expliquez que cette école existe? Tu fais des salons de la Halia en France? Alors, ça commence petit à petit. Moi, ça commence. Il faut se mettre. Je me mets en relation avec pas mal de personnes. Je vais devant les Ganim, je parle aux parents. On a fait de la pub sur Ashdod aujourd'hui, sur Aguesher. Voilà, on se fait connaître par la publicité. Et c'est vrai que c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que les parents, comme ils sont contents, il y a les frères et sœurs, les cousins. Et puis ensuite, il y a les voisins. Donc voilà, ça met un peu de temps. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté. Et puis, on
on commence un petit peu à entendre parler de nous. Donc c'est bien. Voilà. Alors quoi, donc tous les matins à 6h du matin, tu prends ta voiture et tu pars avant que... Alors même pas la voiture, moi je viens en bus. En plus, tu viens en bus. Je viens en bus parce que ça me permet de faire plein de choses quand je suis portée. Donc ça me permet de pouvoir appeler les parents, de faire également mes prières le matin. Enfin bon, voilà. Donc, magnifique, quelle organisation dans le bus. Mon heure est bien exploitée. Et puis une fois que j'arrive à l'école, bon, voilà, je m'occupe de ce qu'il faut s'occuper, d'aller à droite, à gauche, ou même à l'intérieur même de l'école, de rencontrer des parents. Et puis ensuite, le retour, je dors. Je suis fatiguée. Alors, on saura tout. Alors, vous avez exactement les détails de l'aller et de retour de Séverine, pour ceux qui s'inquiétaient parmi nos auditeurs. Maintenant, Séverine, on va te souhaiter bonne continuation. Merci beaucoup, Bernard. Tu reviens quand tu veux ici à nous parler des progressions, des nouveaux projets de l'école. Voilà. Pour expliquer que ça existe et que voilà, il y a d'autres modèles aussi qu'on peut essayer de rejoindre. Et voilà, Arba Hatzlacha, une bonne fête de Pessah bientôt. Merci, bonne fête de Pessah à tous aussi. Et voilà, plein de brachot pour toi et bonne continuation. Et garde ce super sourire, ça va attirer des familles. Bonne journée, salut. Merci Bernard, bye bye, au revoir. Plein d'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.